So here we're going to have a panel discussion focused on private equity and the healthcare sector in Africa, pathways and perspective. Please, we'll call on the panelists to actually start coming up. And this panel discussion, our panelists for this panel discussion are going to consist of Mr. Eric Jibo, Madam Miriam, and Madam Grace. The moderator for this panel discussion is going to be Madam Anna. Yes, Madam Anna, please, can you lead the way? So please put your hands together for them while they come up, please. Just to remind us that this panel discussion is going to be focused on private equity and the healthcare sector in Africa, pathways and perspectives. Over to you, Madam Anna. Thank you. Is there everyone has a microphone, please? Okay. Donc, bonjour à tous et à toutes. Rassurez-vous, le panel ne sera pas totalement en anglais, mais nous avons un panéliste anglophone, donc il sera bilingue. Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce panel dédié à un enjeu crucial de nos économies africaines, à savoir le rôle du private equity, donc du capital investissement dans le secteur de la santé. J'aimerais commencer ou introduire ce panel en donnant peut-être un peu d'aperçu du contexte du secteur sanitaire en Afrique de l'Ouest. Donc, une région où nous avons à peu près 400 millions d'habitants qui croît annuellement de 2,7% et donc des besoins en santé qui se font grandissants. Et dans le même temps, nous avons un secteur de la santé qui fait face à plusieurs défis structurels. Donc, le premier, le déficit d'infrastructures. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on mentionne 0,4 lits d'hôpital pour 1000 habitants. Donc, on est loin des 3,5 lits pour 1000 habitants, tels que recommandés par l'OMS. On est encore dans un pays où on est fortement importateur de médicaments, donc dans des taux de 80 à 90%, faute donc d'une industrie pharmaceutique locale qui puisse prendre le relais. Et le secteur également fait face à une pénurie en termes de personnel médical, puisqu'on a moins de 2 médecins pour 10 000 habitants dans des pays comme le Niger ou le Burkina Faso. Et enfin, le secteur de la santé reste l'un des parents pauvres de nos États en matière d'investissement public, puisque en moyenne, ce sont 5 à 7% du budget de nos États qui sont octroyés au secteur de la santé, contre 15% qui étaient recommandés par la déclaration d'Abuja de l'Union africaine en 2001. Donc, dans ce contexte, le capital investissement émerge comme un levier d'accompagnement et de financement de ce secteur. Donc, l'objectif de ce panel, c'est de voir comment amplifier les investissements en capital tout en garantissant un accès équitable aux soins. Quels sont les défis et opportunités pour les investisseurs et les entrepreneurs du secteur? Donc, ce sont autant de questions que nous allons explorer ensemble tout au long de ce panel. Et pour ce faire, nous avons dans ce panel des experts, donc des entrepreneurs du secteur, mais également un fonds d'investissement, 2 fonds d'investissement si je me compte. Et donc, avec nous, nous avons Dr Myriam Kadio-Morokro, qui est à ma gauche, qui est la fondatrice et la DG de la clinique Procrea. Nous avons également Madame Grace Akwa, qui est partenaire dans le fonds d'investissement Oasis Capital. Et enfin, Monsieur Eric Jibo, PDG de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, communément connue sous le nom PISAM. Donc, merci, chers experts, d'être avec nous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet
Et j'aimerais poser ma première question à Myriam. Procrea est aujourd'hui une clinique avec un plateau technique aux standards internationaux, un leadership dans l'assistance médicale à la procréation. Pour en arriver là, je suppose qu'il y a eu un long parcours de combattant. Donc, j'aimerais que tu puisses revenir un peu sur les défis majeurs que vous avez eu à relever dans ce parcours et comment le fonds d'investissement IEP a pu vous aider dans la transformation de votre business model. Merci Anna, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir convié à ce panel. Effectivement, la clinique, les défis ont été des défis majeurs pour nous et surtout on devait faire face à beaucoup d'obstacles parce que monter une clinique qui est basée sur l'assistance médicale à la procréation n'était pas commun dans notre région, enfin en Côte d'Ivoire, et donc il a fallu déjà sensibiliser les pouvoirs publics, les personnes, les patients finalement à cette nouvelle spécialité médicale qu'ils ne connaissaient pas. Ensuite, comme défi, il fallait pouvoir importer du matériel de pointe parce que l'assistance médicale à la procréation nécessitait du matériel de pointe aux standards internationaux. Et ensuite, il fallait la formation du personnel à l'utilisation de ces techniques, ce qui est toujours pas facile dans un environnement où on se positionne déjà comme précurseur. Donc ça a été très difficile pour nous de pouvoir mettre en place une équipe hautement qualifiée pour ces défis. Et ensuite, écrire aussi des protocoles stricts parce que finalement, nous, on était évalués sur le taux de réussite, le taux de naissance vivante dans notre pratique. Donc, c'était aussi important. Et pour revenir sur le partenariat qu'a joué IEP, c'était un partenariat important et qui a été un accélérateur parce que il nous a facilité l'accès au financement. Le fonds d'investissement nous a accompagnés pour la levée de notre financement pour notre clinique. Renforcer également la gouvernance dans nos conseils d'administration. Renforcer également tout ce qui est procédure financière, tout ce qui était reporting, dans le cadre de notre fonctionnement au quotidien, et ce qui nous permettait aujourd'hui, en tout cas, ce qui nous permet aujourd'hui d'atteindre des carrures internationales telles que les grandes cliniques européennes ou hors Côte d'Ivoire et Afrique du Nord et internationale. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci Myriam pour ce retour d'expérience. Donc sur les défis que vous avez connus en étant précurseur justement dans la spécialité qui est la vôtre. Et j'aimerais m'adresser à Eric, donc également entrepreneur dans le domaine de la santé. Donc PISAM est une clinique, une polyclinique donc de notoriété, engagée également dans l'innovation, qui existe depuis des décennies. Donc peut-être vous avez connu également les mêmes défis, mais peut-être il y en a d'autres que PISAM a connu dans son développement. Et donc, j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer sur ces défis-là et faire aussi une lucarne sur l'apport donc d'Oasis Capital dans votre développement. Merci beaucoup Anna, merci à tous de nous avoir invités et d'être présents à ce panel. PISAM aura cette année 40 ans. Donc, c'est des défis qui sont un peu différents de ceux de Myriam. Quand moi, j'ai repris la PISAM en 2014, la PISAM était dans une situation pas très reluisante, je dirais, dans la mesure où c'est un hôpital qui a traversé toutes les crises de la Côte d'Ivoire, toutes les crises politiques, économiques. Et donc, pendant plusieurs années, nous n'avons pas pu nous développer. Donc, il a fallu, quand je suis rentré en 2014, lancer un vaste programme d'investissement, ce que nous avons commencé. Pour ce faire,
le premier chemin qu'on a pris, c'était partir voir les banques. Donc nous sommes partis voir les banques et nous avons pris autant qu'on pouvait. On ne pouvait pas prendre beaucoup plus, mais on a pris autant qu'on pouvait. Mais quand on a pris ce montant, on savait que ça n'allait pas suffire. On savait que nos besoins étaient beaucoup plus importants. Et surtout que nous avions fait un projet qu'on appelait PISAM 2.0. C'était un projet où on voulait vraiment faire de la médecine de pointe. Et dedans, nous avions un projet de faire de la radiothérapie. C'est essentiellement pour ça que nous nous sommes rapprochés d'Oasis. Donc Oasis, je pense que quand Oasis est venu nous voir, il y avait ce petit vent qui soufflait, où la santé devenait sexy pour les fonds d'investissement. Donc on a été approché par beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup. Et franchement, le choix n'est pas facile. Le choix n'était pas facile, mais avec Oasis, il y a eu un feeling. Je pense que c'est passé sur un feeling. C'était pas passé sur des conditions particulières ou un return of investment qui était plus bas que les autres. C'était vraiment du feeling. On savait que si on voulait aller plus loin, il fallait se faire accompagner. Et donc Oasis s'est trouvé au bon endroit, au bon moment pour nous, et ils nous ont accompagnés à aller un peu plus loin dans notre développement, que l'on espère continuer, avec d'autres levées de fonds. Merci Eric. Donc oui, pour aller plus loin, se faire accompagner donc par un partenaire tel que Oasis. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être des éléments plus précis sur cet accompagnement? Quelle forme il a pris pour vous au niveau de la PISAM? Merci Anna. C'est vrai que c'est un volet que j'ai pas développé. La PISAM est une entreprise familiale. Donc quand je suis arrivé, j'ai retrouvé une entreprise familiale. C'est vrai que le board était un board très familial, qui était juste un board de façade. Je veux dire, on se réunissait, on buvait du champagne à la fin, et puis on se disait au revoir, on montrait les chiffres et on se disait au revoir. Oasis nous a mis un peu de rigueur, je dirais, un peu de rigueur, et ce qu'on n'avait pas avant, c'est ils nous ont nommé un administrateur indépendant. Ce qu'on n'avait pas avant, on était toujours entre nous, donc c'était aussi l'administrateur indépendant. Étant donné qu'il est indépendant, il a beaucoup plus d'exigences que les autres en fait. Il veut que sa présence soit marquante. Il veut pas juste venir et passer du temps et partir. Il veut, parce que étant donné que c'est le fonds qu'il a mis là, il veut que sa présence soit marquante. Donc c'était quelqu'un qui nous challengeait beaucoup pendant les conseils. Donc ça a beaucoup aidé sur la gouvernance. On a commencé à faire du reporting, des choses qu'on ne faisait pas avant. On a commencé à faire du reporting régulier. Je vois Myriam sourire quand elle entend reporting. On a commencé à faire oui, c'est ça, c'est challenging, hein, c'est pas facile. Il faut que les fonds comprennent que ce sont des choses qui sont très difficiles, hein, parce qu'on n'est pas outillé pour au début. Et souvent il y a des indicateurs qui sont un peu bizarres, hein, qui sont pas très communs. Donc il faut rentrer dans ce moule-là. Ça n'a pas été facile, donc on a aussi eu à faire du reporting. Il y a quelque chose qui a été très intéressant avec le fonds, c'était leur fameux technical assistance. Vous voyez, ils vous mettent ça comme un petit bâton, une petite carotte, en vous disant, écoutez, si on investit tant, il y a ce fonds-là, qui va t'aider à te développer, faire venir des consultants, etc. Bon, on s'est rendu compte que le fonds n'était pas toujours handy, comme disent les Anglais. Il fallait un peu batailler pour que le fonds vienne. Et puis le fonds est venu. La technical assistance nous a aidé aussi à améliorer notre système de formation hospitalier et à faire d'autres choses. Donc vraiment, je dirais que c'était une expérience qui était une très 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 bonne expérience. C'est un fonds qui a été super compréhensif. Vous savez, souvent les fonds, ils vous mettent beaucoup dans le pacte d'actionnaires, qui est un livre de 50 pages que personne ne lit. Mais quand vous prenez le temps de le lire un peu, vous voyez qu'il y a beaucoup de règles. Vous ne pouvez pas investir plus de 10 millions sans les appeler. Vous ne pouvez pas investir ça sans les appeler personne. Des règles qui ne sont pas vraiment suivies. Et heureusement, parce que si on devrait les suivre, je pense qu'on ne travaillerait pas.
Donc voilà, il faut vraiment, je pense qu'il y a des choses aussi à corriger un peu dans tous ces packs d'actionnaires qui sont bétonnés pour ne pas qu'on fasse d'erreurs, mais je pense qu'il faut faire confiance aux promoteurs. Je pense que la clé dans la santé, sincèrement, et c'est le message que je voulais passer, la clé dans la santé, c'est le promoteur. Je pense que c'est un business qui est tellement compliqué que même si vous mettez beaucoup de barrières, vous ne pourrez pas comprendre. Mais si vous faites confiance aux promoteurs, je pense que ça peut être un succès. Merci beaucoup, Eric, pour ce plaidoyer pour les entrepreneurs de la santé. Et du coup, j'aimerais me tourner vers Grace, puisque Eric a mentionné le fait que le secteur de la santé était sexy. So, healthcare sector is sexy for the investor. So, I want to know what criteria guide your decisions when you are investing in a health opportunity? And is there any specificities when you are looking at a health opportunity compared to the other sectors? Okay, thank you, and bonsoir à tous. Thank you for the question. Yeah, so as investors who are committed, and we are committed to the health sector, across all our funds, we've been interested in health, and in our 15 years of doing this, we've invested in about 3 opportunities, almost 4 soon, and we've looked at probably hundreds of opportunities, including health. And we look at health as we have a global view. So of course, health facilities are really critical and important, but we look at the health sector as a whole. And this means that we've looked at opportunities with large multi-specialist hospitals like PISAM. We've looked at smaller hospitals focused on fertility, like Procrea. We've looked at dental clinics. We've looked at pharmaceutical chains. We've even looked at medical schools and medical training facilities, because we are looking at the sector as a whole, seeing where, and it's an ecosystem really. So only one hospital can be very good in the country and the rest are all bad. You know, it's an ecosystem, everything works together. In fact, we've even looked at health insurance companies, because all of those work together to deliver health to the people. Health is sexy, perhaps. That's because it's a very strategic sector for everybody. I mean, everybody without your health, you don't even have wealth. So that's really important. It's important for the country, for the state, and the well-being of its populace, how economic activity can go on. All of those things feed into health. So it is really strategic for that reason. Perhaps that's why it's sexy, perhaps. But it's also something that you have to have a very long-term view of, because not all the return, when you make euro or ones of investment in healthcare, not all of the return comes financially, really. So some of it is social impact, some of it's social, economic, all of that. And so we have to look at all of that as a whole. Anyway, so the sector is critical. We are committed to it. We look at all the various chains that work together to make the system work. And we look at the best opportunities to deploy private capital, because this whole system is being served by public actors and private actors. There are some things that across sectors, not just health, private capital is best suited for. And again, across sectors, across the world, health, private capital is best deployed in circumstances where you are introducing some sort of innovation or infrastructure into an ecosystem or into an economy, because new things, usually you need to, you bet on new things. Innovation, it involves a risk. And so private capital is best for that sector. Private capital is best deployed in bringing new things on board, bringing new infrastructure, new equipment, new methods of doing things into an ecosystem. And so we look for opportunities where there is something to do with innovation that is being brought onto within the market that we are operating in. And so in the same way, that is how we looked at PISAM, that of course we have this, hospital that has been around for a very long time, has done a lot of good, that is refreshing itself for the future to continue to serve people. It's committed to integrating more and more technology, bringing on board new specialties, top trained doctors to help deliver healthcare to the people. And so that innovation, there's a place for
and it's absolutely important for there to be just more and more of the standard clinic who we already do, more and more of it is absolutely important. Government may be best suited for that, but when you want to introduce new things, usually private capital is the best way to do that, because when it succeeds, and it succeeds economically, then it's easier for other people to take a bet, and then you spread it into the whole ecosystem. So to summarize, we look at the system as a whole. We are focused on opportunities that are bringing some form of innovation. Now, I'm sure for IMP and for Procrea, this is a clinic that was bringing on board, newer ways of fertility treatments, whatever. So there's something new that is bringing. And apart from helping to better the healthcare, it's also better for private capital because it is easier to monetize. When there's something new on coming, but it's easier to monetize, and that allows us to make some financial return that will allow more money to come in. Because if you invest and there's no financial return at all, there won't be additional capital. So all of those are things that we factor in, but innovation is really critical. And then maybe on your last point in terms of what are the risks, so healthcare is also generally in most countries regulated on some level. So your view of it has to be a bit long-term in order for you to make financial returns. So you have to have a long-term view. You have to be patient. You have to support your management team. Now, management is really, really critical. In fact, it's probably number one. You can have a very nice modern facility. If you don't have the right management, it will run into the ground. So the management, the quality of management is really important, making sure that there's something innovative that you are bringing into the market that will allow you to monetize it and then to improve healthcare outcomes. So we look at all of those when assessing opportunities. Thank you, Grace, for this broad overview of your criteria of investing. And I just want to know if you face some obstacles when you are investing in this sector, maybe from the external environment or even in terms of internal environment of the companies. Sure, right. So something that is quite peculiar to healthcare, even though it's changing gradually, is, back in the day, you would have these very good doctors who would set up the hospital, and they are doctors first, right? So their passion is the hospital and healthcare, and service delivery, which is absolutely important. That is what healthcare is about. But especially when you get on capital, maybe you get money from a bank, you get investors, the organization has to be run as a business. You cannot lose sight of the fact that it's a business, because if it does not succeed, then the next doctor who wants to set up or who has a small clinic will not get capital, because everybody says, oh, healthcare, you won't make your money. So it's really important that the healthcare delivery, quality, innovation is really important, but it's also run as a business. And so that is something that we come across quite a bit, where there may be a good opportunity, but if it's not being run as a business, corporate governance is not in place, we don't know how decisions get made, it just depends on one person. They may be a wonderful doctor, but for you to put millions of dollars or millions of euros at work, we need to have a system for all parties to know how decisions will be made. And so that is something that is was maybe peculiar. I think it's changing more and more with hospitals like PISAM, Procrea, people who are getting external money. I think corporate governance is something that they're all focusing on, so it's reducing that risk. Otherwise, external economies, we're all living in Africa, so we know, currency issues, inflation, regulation, all of those things. But even though those are challenges, if you have good management and you have some sort of innovation or something unique that you are bringing to the market, I think you should be able to make it. Thank you, Grace, for this input. So, revenons donc en français. J'aimerais qu'on reparle un peu de la collaboration donc, entre entrepreneurs du secteur de la santé et investisseurs, en parlant notamment de... Oui, vous avez évoqué le fait que oui, il y a du financement, il y a de l'accompagnement multiforme. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans cette collaboration? Myriam, vous commencez. Alors moi, je pense que ce qui peut être amélioré, pour donner mon exemple, quand on a commencé à penser à une nouvelle structure, aux normes internationales, on a tout de suite pensé aux banques. Moi, je n'avais jamais entendu parler de fonds d'investissement. Et donc, c'est au cours de la recherche de financement qu'on m'a parlé des fonds d'investissement. Donc, je pense que peut-être qu'il faudrait une communication
renforcée pour les entrepreneurs, enfin, qu'on peut organiser parce que on n'a pas beaucoup de... Je pense que bon nombre d'entrepreneurs ne sont pas toujours informés ou disons qu'ils sont informés de la partie négative, le fonds va venir rentrer dans un certain nombre de choses et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont cette désinformation. Ensuite, peut-être mettre en place aussi des programmes de mentorat pour ceux qui ont été financés par des fonds d'investissement qui sont sortis et pour aider aussi les nouveaux entrants, parce que aussi ça c'est important. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a aussi en plus de la partie financière, de tout ce qui est ressources financières, il faudra avoir peut-être des incitations dans leurs programmes, dans leurs projets. Peut-être que s'ils voient l'impact qu'ils peuvent avoir en allant vers un fonds plutôt qu'un autre ou vers la banque plutôt qu'un autre, peut-être que cette incitation peut permettre aussi de pouvoir ouvrir les portes. Et aussi, je pense que Eric l'a dit, c'est cette facilité. Une fois qu'on y est, c'est quand même plus facile de pouvoir lever de l'assistance technique. Mais ça, l'entrepreneur, il ne le sait pas au départ. Il ne le sait pas au départ. Alors nous, on en abuse même un peu. Mais aujourd'hui, qu'on sait que c'est tellement... Ils ont une possibilité de pouvoir améliorer tel ou tel secteur de leur activité dans le développement de la clinique ou sur des points. Je pense que ça, c'est quand même un impact important et c'est fort parce que la banque, je discutais avec un directeur de banque la dernière fois, ils ne peuvent pas nous accompagner sur ça. Donc ça aussi, c'est important que les jeunes entrepreneurs le sachent, mais aujourd'hui, ils sont plutôt dans l'autre versant ils vont venir me prendre je vais travailler pour, etc. Donc, il y a des préjugés qui sont là, qui ne sont pas justes. Et je pense que la communication, s'il y a une meilleure communication, ça devra aller. Bien évidemment, il y a aussi le fait que c'est vrai qu'il faut aussi leur dire qu'en allant avec des fonds, il y a des règles du jeu qu'il faut respecter. Donc, ça aussi, c'est important. Je pense que une bonne communication peut... Et le mentoring peut régler certaines Communication, questions. mentorat et tu as évoqué assistance technique. Juste sur ce point, au niveau de Procréa, quel type d'assistance technique vous avez bénéficié et en quoi ça a été vraiment changeant pour vous? Alors nous, on a bénéficié de quatre assistants techniques majeurs. Déjà, la continuité de l'activité quand on a eu Covid. Donc ça, c'était extrêmement important. On pensait qu'on allait s'effondrer. Donc on a eu une assistante technique pour faire un plan de continuité des entreprises pendant le Covid. On a eu une assistante technique sur la reprogrammation de l'adéquation fiche de poste profil. Donc c'était une organisation RH. On ne le pense pas assez. On pense que la clinique elle est là pour soigner, mais il y a une organisation structure administrative qui doit être forte, donc on a dû repenser notre système notre système RH, donc notre organisation RH. On a eu une assistance technique sur la certification, parce que ça nous a aidé pour être certifié. Aujourd'hui, notre clinique est certifiée avec des normes internationales. Et en fait, là, on est en train de négocier une assistance technique sur la formation à l'accueil hospitalière, hôtelière dans notre clinique, parce que ça aussi, ça participe à l'expérience du patient, qu'il soit bien accueilli. Et ça, on pense que c'est inné, mais non, il faut aussi former les gens à l'accueil du personnel. Donc, on est en train de négocier avec notre fonds d'investissement pour qu'ils puissent nous accompagner sur cette formation en hospitalité de luxe. Okay. Merci Myriam pour ces détails. Et Grace, so my question was about how we can improve investor and entrepreneurs relationship to accelerate our impact in the healthcare sector. Sure. Yes, so I think the relationship between a company and the investor is almost like a marriage, right? So communication, transparency, all of that, knowing what everybody is after, I think is very important and it's really critical. But for the ecosystem, I would say that, the average entrepreneur thinks of a bank or insurance company as
sort of natural partners. I work with them sometimes, I don't work with them sometimes. They are part of doing business, right? So you may go to Bank A for 3 years, then you finish, then later you are insured with this company, later you change. It's part of doing business. And in the same way, I think if entrepreneurs think of investors and private equity as one of these partners, you see them as, sometimes you need them, sometimes you may not need them, right? So you see them as all these people in the ecosystem that you can work with to achieve your aims as a hospital or as a company, and then for the wider system as the whole health sector. And so we are here, we have capital, we are committed to supporting the improvement of health outcomes and improving the whole ecosystem. And so if we want to be seen as such, as partners, as your professional business partners. And so I think some of it has to do with education, some of it has to do, there have to be more fund managers. But I think that if we are working together based on things like transparency, communication, and mutual respect, so long as we recognize that we are all in the ecosystem together, you deal with, maybe you want to do a medium-term or long-term project, so that is when you will need a fund. So you work with this fund for 5 years, you wrap up, that's fine. Maybe 5 years later, you're doing another project, you need patient capital, so you go to another fund. So you see them as partners in the ecosystem. Sometimes you work with them, sometimes you don't work with them. Then it will remove some of the mystique. Sometimes funds is, hey, they're scary. You go and deal with a fund, or they're coming after your business. I think that with education, some of that will go away. But I think if we see ourselves as partners together in improving health for Africa and for ourselves, that will help a lot with sort of the intentions and it will help the collaboration between us. That's my thought. Okay, thank you, Grace. Et Eric, comment vois-tu cette collaboration et comment elle peut s'améliorer entre investisseurs et entrepreneurs de la santé? Moi, je suis, je suis dans un processus un peu accéléré dans le sens où j'ai un fonds qui est rentré, j'ai un fonds qui sort. Et le fonds sort et j'ai un autre fonds qui est possiblement en train de rentrer. Donc, je suis vraiment en plein dedans. Et ce que je voulais dire, c'est que je rejoins Myriam sur le fait qu'il n'y a pas assez de communication. Parce que franchement, moi, tous les fonds que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés par hasard. Ils me disent, ah mais tiens Eric, comment ça se passe? Je vous dis, mais une fois, j'ai discuté avec un copain au golf qui travaillait dans un fonds. Et puis par hasard, on était au 7e trou. Il me dit, ah mais tiens Eric, comment ça se passe la PISAM? Qu'est-ce que tu fais? Je dis non, j'ai levé de l'argent à la banque, mais là, je veux faire un peu plus. Ah, mais tiens, ça peut nous intéresser. Comme ça. Je dis bon, ok, on en reparle dans la semaine, et puis de fil en aiguille, on a fait des réunions de travail, et voilà, je pense qu'il manque de la communication. Ce serait bien d'avoir une liste de tous les fonds qui sont dans la sous-région, quels sont les tickets minimums, quels sont les tickets maximums, quels sont les secteurs dans lesquels ils investissent. Voilà, c'est des choses qui peuvent être très utiles. Ensuite, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait un lexique. Parce que les fonds ont un langage, ils pensent que tout le monde comprend, mais tout le monde ne comprend pas. Et c'est souvent à la fin, c'est après 5 ans, 6 ans, au moment de sortir, que tu te rends compte, ah mais tu fais le put option, tu fais le call option, tu fais le call option. Bon, c'est leur langage. Bon. Toi, au début, tu voulais avoir de l'argent pour te développer. Tu ne regardais pas le put, le call, le multiple. Le TRI. C'est quelle option? Est-ce que c'est le multiple de 2, de 3 que tu prends pour partir ou le net book value, net asset value? Bon, voilà. Je veux dire, je pense que c'est tout ça qui rend le système un peu complexe. Je pense que si on le simplifie un peu, si on communique un peu plus, je pense qu'il y aurait et il faut que ce soit, je veux dire, des deux côtés. Il faut que les entreprises puissent aller voir IEP, puissent aller voir Oasis pour dire, ah mais tiens Oasis, j'ai un projet, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, faut que ça sorte du processus. Voilà, c'est networking qui fait qu'on strike un deal ou pas, parce que là je suis en train de signer peut-être avec un fonds, peut-être que j'aurais pu avoir un meilleur deal avec un autre fonds. Je ne sais pas, en fait. Voilà, donc voilà, je pense que ce serait bien que
on arrange un peu cet écosystème, qu'on mette un peu d'ordre, que tout le monde communique un peu mieux et que Tout à fait. les promoteurs puissent venir vers vous. Merci Eric, et on prend bonne note de cela, et je pense que c'est aussi l'une des raisons de cette édition de la PES, que de vulgariser vraiment le métier donc de private equity auprès des entrepreneurs. Donc nous, je pense, on nous a fait signe, donc on est un peu en train de tirer vers la fin. Et avant de terminer, j'aimerais bien que Grace, as a private equity investor, you are subject to financial return requirements. So how do you reconcile the financial return with the social impact that is expected in the healthcare sector? Yes, indeed. So, like I said earlier, for every investment you make, there's the financial return part, and then there's the social return. The financials is relatively easy, not easy, but you can calculate, do your model, and know what you're going to expect. But because it is more long term, the sector, generally to make a lot of return, you need to be more long term. It's very important to measure all the impact that you're making, both the financial and the social. So that is why things like reporting are very important, because we're reporting on non-financial things. So number of clients served, different KPIs that measure some of the social outcomes. If you measure it, you can speak to it. So we can then tell our investors, we made this investment, we got 10%, 20% financial return. But in addition, we had an impact of 1 million people served over the life of the investment. So anything that you measure, if you don't, you can be having a lot of impact, but if you don't measure it, you don't know it, you can't speak to it, and it cannot be a mitigating circumstance. But if you do measure it, then even in the event that you may not get the financial return that you need, or you were expecting, that so long as you are tracking some of those social and non-financial KPIs, and you can speak to them confidently, it helps so that it keeps capital coming. For many of the investors who give us money, many have impact considerations, many care about some of these things, and so they may understand that from time to time the financials may not go as you want, but the non-financial should be on point. The non-financial should be, number one, measured and tracked over time and managed just as well as you're managing the financial. So it's very much a dance. It's very much a trade-off. We are hoping to do well financially because that's what will keep more investment coming. But absolutely, we care ultimately about the non-financial impact. That's what affects our lives. And we want to be able to measure it so that we can speak to it and it can help the money to keep coming to invest. Ok, thank you, Grace. Eric, avant de se quitter, et si on devait se projeter un peu dans le futur, et comme Grace a parlé d'innovation, je pense que c'est ce qui aussi attire les investisseurs dans ce domaine-là. Comment perçois-tu les futures innovations en fait dans le secteur dans les prochaines années? L'innovation dans la santé, elle est simple. Tout le monde vous savez que certains pays avancent plus vite que nous. Il faut juste qu'on rattrape notre retard. Je veux dire, nous, notre projet à très court terme, c'est d'investir dans la chirurgie robotique. Il n'y a pas de robot en Afrique de l'Ouest. Je sais qu'il y a eu un premier robot qui a été installé au Nigeria il n'y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine ou deux. Et donc, nous, on a un projet d'investir dans la chirurgie robotique et on espère que l'investisseur qui vient va nous accompagner dans ce projet-là. C'est un projet qui est, budgétivore. C'est un robot, c'est 1 600 000 €. Donc, il faut y croire, il faut pouvoir le rentabiliser. Ce n'est pas toujours facile à vendre aux investisseurs qui ont des fois des returns assez courts et assez élevés. Donc voilà, mais je pense que si ils veulent nous accompagner dans l'innovation, il faut qu'ils peut-être revoient leur niveau de volonté de return, leur durée d'investissement pour qu'on puisse vraiment aller sur de la vraie innovation. Parce que l'innovation dans la santé, Myriam sait, l'innovation dans la santé coûte cher. Oui. Et y a, je veux dire, pour nous, on a plusieurs années à rattraper. Et c'est pour ça qu'il est important que les fonds comme vous, comme IEP, comme ceux qui sont dans la salle, nous accompagnent sur ces projets-là.
Ok, merci beaucoup, Eric. Myriam, quelques conseils pour les entrepreneurs, juste un ou deux, qui veulent se lancer, qui veulent aller rechercher, on va dire, des fonds, notamment ceux qui innovent, comme on le disait tantôt. Quels conseils tu leur donnerais? Deux conseils principaux. Hein. Alors, peut-être c'est un seul, et puis dedans, il faut le décliner. Le seul bon conseil, c'est avoir un business plan qui est clair, qui est détaillé, avec une vision précise. Je ne sais pas s'il y a plus... Enfin, en tout cas, il faut un business plan clair. Et puis, après, peut-être le deuxième conseil, c'est d'accepter la règle du jeu pour dire que quand on veut un investisseur, quand on a besoin de fonds pour investir dans notre entreprise, il faut que notre entreprise également soit clean. Les chiffres financiers sont clairs, les comptes sont clairs, tout est réglé et on accepte qu'ils viennent eux-mêmes vérifier que les chiffres que vous annoncez sont des chiffres clairs. Si ces deux éléments si on veut bien qu'ils donnent de l'argent et qu'on n'accepte pas de due diligence, c'est pas la peine. Je pense que déjà, ça met pas tout le monde en confiance et puis finalement, on perd, on passe à autre chose. Donc, je pense que vraiment, pour moi, il y a un business plan qui doit être vraiment clair, avec une vision claire, avec qu'est-ce qu'on apporte avec notre projet. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on apporte de plus ou qu'est-ce qu'on apporte de moins? Dans le domaine de la santé est encore, comme Eric le dit, on est un continent jeune et où il n'y a pas beaucoup et on est vraiment très en retard. Donc, les technologies de pointe arrivent au compte-gouttes. Donc, il faut aussi qu'on rattrape ce retard-là. Et donc, il y a aussi beaucoup de choses à faire aussi dans le domaine de la santé. Mais pour les jeunes qui veulent se lancer, déjà, un business plan avec une vision claire et précise, des chiffres clairs, je pense que déjà, ça peut aller. Merci beaucoup, Myriam. Donc, c'est sur ces mots de Myriam que nous allons mettre fin à ce panel et j'aimerais que vous applaudissiez très fort nos panélistes, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup pour ces échanges qui étaient riches et inspirants. Et au terme de ces échanges, ok, donc on a encore du temps pour quelques questions. Combien? 2 questions. Donc, est-ce que dans l'Assemblée, il y aurait des questions, s'il vous plaît? Ou des commentaires? Oui, je vois un monsieur là. Si on peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Et la deuxième personne, ce serait qui? Deuxième question. Excusez-moi. Bon, on n'en aura qu'une alors. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir, je suis Soro Lansina, donc je dirige un cabinet de conseil justement qui est spécialisé dans l'accompagnement des structures de santé. J'ai une question mais en 2 volets si vous permettez. Donc la première, la difficulté qu'on a sur les structures qu'on accompagne concerne l'évaluation du revenu, c'est-à-dire du chiffre d'affaires des structures de santé en fait. La plupart des fonds vont généralement sur des revenus qui sont garantis, donc principalement les assurances. Donc, je voudrais savoir, donc aussi bien pour Eric et Myriam, et aussi pour Grace, déjà pour Eric et Myriam, comment est-ce que vous arrivez à couvrir ce différentiel-là entre cette portion de revenus, donc la part des assurés qui est un revenu garanti, et puis l'autre type de revenu, sachant qu'on est dans des pays où la part de l'informel est très élevée. Donc, on a aussi des systèmes de solidarité familiale et autres. Donc, comment est-ce que vous arrivez à l'intégrer dans votre modèle économique pour convaincre les investisseurs? Donc, pour Grace, the question will be, how do you look at the portion of revenue for the clinic, for the facilities, which is not related to insurance, knowing that in Africa we have some other levers in terms of revenue.
La deuxième question est plus, le deuxième volet est plus pour Grace. C'est surtout pour les débutants, parce qu'on est dans un secteur où la spécialité, donc la médecine, est un capital. Mais malheureusement, beaucoup de spécialistes n'ont pas de fonds de départ pour pouvoir se lancer. Donc nous, ce qu'on fait souvent, c'est de pouvoir accompagner des spécialistes qui ont une compétence reconnue, une expérience, une expertise reconnue, avec des apporteurs de capitaux. Mais malheureusement, souvent, on a la question ou la remarque du greenfield ou le seuil aussi du ticket d'entrée qui est souvent évalué trop bas par rapport aux attentes des fonds d'investissement. Donc, sur ce point-là aussi, donc peut-être j'aurais dû le dire en anglais, c'est plus de comprendre comment si les fonds comme Oasis ou s'il existe dans le secteur des fonds qui ont des appétits pour dans la valorisation de l'expérience, de l'expertise technique. Parce que je pense que c'est aussi de là que va revenir le gap, la couverture du gap que vous avez mentionné en introduction sur les attentes en termes de services de santé, en termes de spécialité, mais aussi en termes de couverture au niveau des lits et puis de l'accueil de la population. Donc, merci. C'était les deux points. Merci beaucoup, monsieur. Donc, première question, qui veut se lancer entre Myriam et Eric par rapport aux revenus et le fait qu'une portion de ces revenus ne soit pas liée aux compagnies d'assurance et comment c'est valorisé ou pas par les... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais faut savoir que dans les cliniques privées que nous sommes, nous avons effectivement deux types de revenus. Nous avons le revenu qui vient des patients assurés et le revenu qui vient des patients comptants. Donc, c'est comment tu évalues ce chiffre d'affaires, la potentiel que tu peux avoir. C'est là toute la difficulté. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui fait que tu remplis un lit. Quand tu as compris ce qui fait tous les leviers que tu as pour remplir des lits, en parlant pour moi, Myriam c'est différent. En parlant pour moi, tu sais que tu remplis des lits de plusieurs façons, mais les deux principales façons, c'est en passant par les urgences. Donc, si tu as des urgences accueillantes, des médecins, les spécialistes présents, tu peux remplir des lits. En passant par de l'hospitalisation programmée, ça veut dire que tu as de la consultation, tu as des médecins qui consultent, et ils programment leurs opérations. C'est comme ça que tu remplis des lits. Donc, en fait, et ça, tu le fais à partir de la consultation externe. Tout ce qui est consultation spécialiste, neurochirurgie, traumatologie, et j'en passe. Donc, c'est en prenant ces leviers-là que tu arrives à dire aux financiers, voilà comment, si j'ai 30 passages aux urgences, j'ai un taux de conversion de 50%. Si je fais 1000 consultations, j'ai un taux de conversion de X en fonction de la spécialité. Et c'est comme ça que tu arrives à remplir tes lits et trigger tous les différents éléments de ton business, de ton compte d'exploitation. Donc c'est comme ça en fait que l'on gère. Maintenant, si tu veux parler de la sécurisation de ton chiffre d'affaires, c'est vrai que ça reste pour nous un challenge pour les cliniques privées. C'est que on fait face à certains événements qui sont des événements qui ne sont pas courants. Par exemple, tu reçois un patient comptant, tu le prends en charge. Au début, il arrive à faire face aux appels de fonds que tu fais, et puis à un moment, il n'arrive plus à faire face. Donc, comment tu fais? Tu ne peux pas le faire sortir, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Tu es dans une situation qui est compliquée, donc il y a beaucoup de négociations et tu peux effectivement perdre une partie du chiffre d'affaires que tu vas provisionner à la fin de l'année parce que le reste de la facture sera irrecouvrable. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut que l'on gère au quotidien. On essaie d'être une association solidaire qui fait que on essaie d'avoir un certain poids vis-à-vis des partenaires. Mais voilà, c'est au quotidien des challenges et on est dans ce système-là et j'espère que ça va s'améliorer. Myriam, si.
Alors, peut-être, Eric a déjà dit sur la partie, lui, il est une polyclinique générale, on va dire ça comme ça. Moi, je suis une clinique spécialisée et mon cœur de spécialité, c'est l'assistance médicale à la procréation qui n'est pas pris en charge par les assurances. Et j'ai fait face au départ, pour moi, donc ça répond un peu à la deuxième question sur la spécialisation. Donc, c'est vrai qu'on est spécialiste. Moi, je suis spécialiste, je suis médecin biologiste de la reproduction. Mais le défi majeur pour moi, c'était de former une équipe qui était capable de pouvoir assurer, de pouvoir faire exactement le même travail que moi et plus. Donc, il y avait déjà ça. Et étant donné que ce n'est pas pris en charge par les assurances, il fallait que je retrouve le moyen de faire payer aux patientes. Bon, j'ai joué, c'est même pas j'ai joué, en fait, on a besoin de faire des enfants. Donc, c'était ce que j'ai appris à l'école. Il fallait facturer. Bon, on a facturé. Celui qui peut payer, il vient payer. Celui qui ne peut pas, bon, il attend un peu, il économise. Et puis nous aussi, c'est vrai qu'on n'est pas, c'est de la médecine. Donc, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, on essaie d'ouvrir aussi à la patientèle qui ne peut pas payer les sommes que nous demandons. Donc, on fait un peu de social. Donc, on réduit un peu les coûts pour permettre aux patientes du marché ou de rentrer dans notre pool. Et puis, aujourd'hui, la médecine, c'est plus comme avant. Il y a beaucoup de communication, il y a de l'innovation en matière de médecine. Donc, c'est plus comme avant. On prend le malade. Donc, il y a beaucoup d'innovation autour de nos spécialités, de nos cliniques qui font que, bon, on peut quand même garantir ou sécuriser ou permettre au fond d'être un peu confortable par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si... Oui, je vais juste rajouter sur ça, prendre ma casquette donc, de IEP pour dire que, in fine, on investit dans une innovation qui a un marché. Donc, une innovation qui a aussi prouvé qu'elle vient répondre à un besoin, donc, notamment dans le cas de Procréa, donc ce besoin donc, de parentalité d'une bonne partie de la population. Et deuxième point, je pense, et Grace, maybe you will complete, je pense qu'une structure médicale qui réussit à montrer qu'elle a une offre qui n'est pas forcément dépendante ou bien qui n'est pas trop exposée sur les assureurs, parce qu'on connaît les modalités de paiement de ces assureurs et ça peut avoir un impact aussi sur la trésorerie de la structure. Donc, une clinique ou un établissement de santé qui parvient vraiment à réduire l'impact de ces délais de paiement de ces compagnies d'assurance en ayant une partie de son chiffre d'affaires qui provient donc du comptant ou du tout venant, je pense que c'est aussi un atout pour cette clinique. Maintenant, il faut juste pouvoir démontrer de la capacité à faire croître, en fait, ce segment qui n'est pas assuré. Voilà. Je sais pas, if Grace want to add something. Yeah, no, I think you said it all. I mean, I don't think we don't discriminate or prefer another sector per se. It's just about knowing your market segments, knowing the slice of the market that you are serving, right? So you usually, generally, in terms of the profiling of the market, the majority of the middle is going to be probably insured clients. The middle, those who are working in employment in some form, who have insurance, either private, maybe even states in certain countries. And then you have the very bottom who are not insured because they don't work or whatever it is. They are in the informal sector. And then you have the top who have money, who will go to Paris, London if they are not feeling well, right? So it's just knowing your market. So long as there's a health part and there's a business side. So long as you know your market, you know the best way to deliver what they want. And I think if you focus on those basics, we don't discriminate. We have clients, we've invested in hospitals whose majority revenues are from insurance clients. Then you just have to have a system in place for knowing how to negotiate with the insurance companies, knowing how to be on point with your billing and all of that. And we have clients, investments where they serve mainly the upper
upper middle classes and the wealthy class, and you also have to have a system in place. So at the end of the day, it's really just business, knowing your market and knowing how to reach them. Okay, thank you very much. C'est bon, monsieur, pour vos questions. Merci. Donc, nous allons applaudir de nouveau nos brillants panélistes. Et sur ce, on cède donc le lutrin ou la scène au prochain panel. Merci beaucoup. Thank you very much, Madam Anna. Thank you very much, Madam Miriam. Thank you very much, Madam Grace. And thank you very much, Mr. Eric. It was a wonderful discussion. I think Grace gave the English version, so I'm going to say nothing. Thank you so much, Madam Grace. All right. Thank you so much for this intervention. Please, a family picture with... Yeah, thank you.